Bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Aujourd'hui, ce matin, on a une belle madame à vous présenter avec un beau vécu, un beau partage. Je l'ai déjà entendu et je suis resté bouche bée par son partage et je suis très, très reconnaissant de l'avoir en studio aujourd'hui. Donc, je vous présente Suzanne qui va venir nous partager son histoire. Bonjour tout le monde, je me prénomme Suzanne et je suis définitivement une alcoolique. Une alcoolique aujourd'hui qui vit dans la gratitude. Et pour vous parler de mes racines, je suis la 3e d'une famille de 7 enfants biologiques et mes parents ont adopté un enfant. C'était la coutume dans la famille. Parler de mon enfance. J'ai eu une enfance merveilleuse. J'ai eu des très bons parents. Mon père et ma mère, mais c'était 1 + 1 = 1. Et c'était toujours ensemble. C'était une belle communication. J'ai eu la chance d'avoir ces parents-là. J'ai été élevée sur une ferme. Et puis, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je suis la 3e d'une famille, comme je vous dis. Mais mon frère, le plus vieux, est décédé. Quand on dit qu'une rechute, ça passe, ça a des conséquences. Mon frère a fait la psychiatrie, il a fait de la prison et il est décédé sur la rechute. Ça, j'ai trouvé ça spécial. Mais c'est sa décision, c'est son vécu, c'est pas le mien. Moi, je peux vous dire que très jeune, sur une ferme, on doit travailler. Et mon frère, le plus vieux, il était jamais là. Ma sœur, la plus vieille, elle travaillait dans la maison. Et les autres, on travaillait dans les champs. Et je suis contente d'avoir vécu ça parce qu'on n'a jamais rien manqué chez nous. Mes parents nous ont enseigné très jeunes le sens du mot partage. Parce que, comme mon père disait, s'il y en a pour 7, il y en a pour 10. On met les portions plus petites. Et puis ça a marqué mon enfance. Et puis non, j'ai eu des parents qui ont joué avec nous autres. Mon père était plus permissif, mais ma mère était plus autoritaire un peu. Mais ça passait, parce que mon père disait « voyons donc, maman. » Et puis, moi, l'école primaire, c'était juste dans la maison. En face de chez mes parents, c'était une maison qui appartenait à mon père. Fait que, dans ce temps-là, l'école de rang, j'ai connu ça. Parce que je suis pas un modèle récent, là. Pas en tout. J'étais un vieux modèle. Puis j'ai dépassé les faux de 4 à part de ça. Fait que, faites-vous-en pas. Ça me gêne pas de dire mon âge. J'ai 77 ans. Alors, j'ai vécu un peu différent de qu'est-ce que vous pouvez entendre normalement. L'école de rang, j'ai adoré ça parce que on était 7 divisions dans la même classe. Alors, on faisait pas mal tout ce qu'on voulait, tu sais. Et puis, quand on a changé d'école, on est allé à l'école de la ville, comme on disait. J'étais originaire de Mégantic. Et puis, on allait à l'école en ville. On est arrivé au couvent avec des religieuses. Ouais. Les religieuses, t'apprenais ou t'avais une punition.
Puis j'ai appris le piano malgré moi parce que la supérieure nous donnait des coups de règle chez les doigts si on voulait pas l'apprendre. Là, j'ai commencé à détester l'école. J'ai commencé à détester énormément l'école. Puis en plus, on avait des grandes tuniques. Aujourd'hui, c'est libre l'habillement. Mais j'avais toujours l'esprit de défi. Je disais, non. Et que je prenais un compas qu'on avait en géométrie, puis je défaisais toutes mes plis de tunique. Et puis là, la sœur, elle aimait pas ça. Elle envoyait toujours des notes à ma mère. Puis ma mère, c'était une très bonne couturière. Alors, après ça, et après ça, c'est ça. J'ai rentré sur le marché du travail, j'avais 17 ans. Parce que mon frère avait endetté mon père d'une façon affreuse. Et puis, dans ce temps-là, il fallait préserver comment je dirais bien ça, la famille, un déshonneur, ça arrivait pas. Surtout pas en campagne, tout le monde se connaît. Et puis, j'ai commencé à travailler. Puis, j'ai travaillé dans des manufactures de couture. Et puis, là, je trouvais ça facile, mais le salaire était pas énorme. Alors, on donnait nos payes, une partie de nos payes à mon père, payer les dettes de mon frère. Le dimanche soir, seulement, on avait le droit d'aller danser dans une salle. Il y avait 2 lettres à la porte, c'était marqué A. Il n'y avait pas de boisson, alors on avait le droit d'y aller. Et puis, ça passait très bien. Mais je savais pas c'était quoi les lettres, je savais pas qu'est-ce que ça représentait. Et puis, là, graduellement, la compagnie pour qui je travaillais a fermé les portes, et c'est une autre grosse compagnie qui est venue s'installer là-bas. Alors, j'ai commencé au bas de l'échelle comme couturière. Après ça, graduellement, j'ai monté. Et puis, moi, j'étais une personne qui aimait les défis. J'ai un drôle d'accent parce que j'ai été élevée à 10 minutes des douanes américaines et à peu près 20 minutes de la Beauce. C'est particulier, mon langage. Et puis, c'est ça. Puis là, j'ai commencé tranquillement. Et puis là, ce qui est arrivé aussi, c'est que ma sœur s'est mariée, elle est partie. J'étais contente parce que c'était une Germaine. Et comme j'aimais les défis, Germaine me stoulait tout le temps. Alors, c'est qui mangeait les conséquences? C'était moi. Mais ça fait rien. Ça m'a permis de grandir dans ça. Ça m'a permis de dire, un jour, je vais avoir de quoi. Un jour, tu vas voir. Et cette journée-là, elle est venue, mais plus tard. Et puis, c'est ça. Et entre-temps, j'avais rencontré quelqu'un. J'ai été 10 ans avec. Et puis, moi, comme je vous dis, les défis, j'aimais ça. Et puis, mon frère, l'avant-dernier chez nous, lui, on faisait des randonnées de skidoo. Puis pour vous dire à quel point que j'aimais les défis, et j'aimais ça, les courses de skidoo. On faisait du skidoo, puis en plus, on arrivait dans une petite paroisse, et puis il y avait l'hôtel, puis en face de l'hôtel, il y avait l'église. Et mon père était pas content. Parce que on arrêtait à l'hôtel, puis après ça, l'église, le clocher, il était juste à côté de l'église. On avait accès bien facilement. Et puis, on est parti. On avait toujours 2-3 paires de bois de laine. On est allé attacher les cloches de l'église avec nos bois de laine. Et quelle chance, j'étais une fille, parce que sans ça, là, je pense que j'aurais fait de la prison pas mal. Et puis, c'est ça qu'on faisait. Puis, le curé, il avait dit qu'il nous punirait. On a été punis parce que la semaine d'après, il y avait une course de skidoo, puis moi, je devais pas courser. Et puis, mon frère, il me dit, ah ouais, donc, embarque. Il dit, c'est la dernière course, là, il dit, embarque. Puis, j'avais promis que j'embarquerais plus.
J'ai dit, j'ai pas d'habits, rien. Écoute, ça marche pas. Ils m'ont trouvé un casque, un seau, des bottes, puis un skidoo. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Puis mon frère, il me dit, il fallait traverser un petit pont, puis il y avait un peu de glace. Il dit, lève-le. En partant, il dit, toi, tu vas passer. J'ai pas passé. Je me suis ramassée dans la rivière. Et puis, quand l'ambulance est venue me chercher, ma mère, elle savait que c'était moi. Elle savait que c'était moi. Et, elle en a voulu énormément à mon frère, mais c'est pas mon frère qui a pris la décision, c'est moi. Ouais. Puis il y a bien des choses que j'ai faites de même, ça va pas d'âge. Mon père disait toujours, si t'es pris dans le descente, j'irai pas te chercher au poste. Le chef de police, le chum à mon père, il m'a falsifié une carte. Mais vous pouvez voir l'atmosphère qu'on avait dans la région. Et puis, c'est comme ça. Et puis, une bonne journée, j'ai été à mon travail. Je suis demandée au bureau. Et puis, quand j'ai vu qui était au bureau, c'était un compagnon de travail de mon père qui venait me dire que mon père était décédé. Les émotions... Ça monte. Oui. Parce que le même matin, mon père m'avait dit, je vais aller porter ton auto au garage, et puis quand elle sera prête, j'irai te la porter. Mais il est pas venu m'apporter. Et puis là, il me dit, son compagnon de travail, il me dit, ben là, faut que tu viennes, ton père va pas bien. Et que je suis allée à l'hôpital, et puis mon père est décédé dans mes bras. Et puis... là, il fallait aller dire ça à ma mère, puis ma mère acceptait pas ça. Puis ma mère a dit, ça se peut pas, puis, parce qu'elle venait de perdre sa moitié, là. Et puis, c'était une période assez difficile à vivre parce que c'était tellement instantané que c'était pas acceptable pour moi. Et puis là, ma mère, elle se ramassait en charge des enfants, plus le commerce, parce que mon père, il avait une fromagerie. Puis à la fromagerie, là, fallait que ça bouge, fallait que ça continue. La ferme, fallait que ça continue. Mais là-bas, l'entraide, elle se fait tellement bien que tout a continué. Et puis, là, maman a décidé de vendre la fromagerie sans nous en parler. Et puis, ça non plus, j'ai pas accepté ça. Puis moi, je me dis, si elle avait parlé, on aurait trouvé un moyen, mais Germaine est arrivée des États, là, puis c'est elle qui gérait tout. Fait que c'est comme ça. On va aller à une courte pause. On va revenir avec la continuité de ce beau partage qui, pour l'instant, me laisse encore sans voix. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, Suzanne nous a tiré au sort dans les réflexions de Bill, la page 85. La vie n'est pas un cul-de-sac, mais comme qu'on a entendu tantôt dans le premier segment, des fois peut-être un fossé en motoneige. Quand un homme ou une femme connaît un réveil spirituel, cela signifie surtout que cette personne peut désormais agir, ressentir et croire d'une façon qui lui était jusque-là impossible par ses seuls moyens, sans aucune aide. Elle a reçu un don qui équivaut à un nouvel état de conscience et à une nouvelle façon d'être. Elle a été placée sur une voie qui l'assure que désormais, elle s'avance vraiment vers un but, que la vie n'est pas un cul-de-sac, que la vie n'est pas faite pour être subie ou domptée, d'une façon très réelle. Cette personne a été transformée, car elle s'est agrippée à une source d'énergie que jusque-là, d'une manière ou d'une autre, elle s'était refusée à elle-même. On revient pour la deuxième segment de cette belle émission avec Suzanne qui
qui nous parlait du décès de son père et que la vente de la fromagerie. On va continuer sur cette belle lancée. À vous la parole. Merci. Oui. À ce moment-là, moi, je fréquentais un type, on a été 10 ans ensemble. Et puis, j'avais pas consommé encore. Et j'ai commencé tranquillement parce que mon père est décédé le 28 de janvier et la même année, au 13 de mars, ma grand-mère maternelle est décédée. Ma grand-mère maternelle, pour moi, c'était un autre bon Dieu. C'était fait. Dieu venait me chercher tout ce que j'avais de plus précieux. J'ai commencé à vivre la révolte. Et si j'ai consommé, moi, c'est parce que je ne gérais pas mes émotions. Je les conservais dans ma tête et puis je voulais pas faire de peine à personne. Puis grand-maman, quand elle est décédée, c'était pas beau parce que elle est décédée d'une hémorragie cérébrale. Mais tout ça a fait que je me suis révoltée contre la religion, je me suis révoltée contre Dieu. Et puis c'est ça. Puis j'ai commencé tranquillement à consommer. Et puis ma consommation augmentait. Mais je peux dire aujourd'hui que ça m'a sauvé la vie à un certain moment donné. Et après, ça m'a détruit complètement. Et puis là, c'est ça. Après quelques 10 ans, il a été généreux. Il est parti avec ma chum de fille. Fait que, qu'est-ce que je fais dans tout ça? On consomme et on consomme davantage. Et là, j'ai dit, c'est assez. Je peux plus me fâcher. Je peux plus rien faire. On va consommer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai consommé. Et puis, graduellement, j'avais monté dans la compagnie pour qui je travaillais. Et puis, là, on me dit, j'ai fait un stage à Montréal. Et puis, j'ai suivi un cours de relations employées à Montréal par la compagnie. Mais il aurait dû mettre relation avec alcool. Là, j'ai arrêté à mon âge. Parce qu'il y a bien des cours que je suis même pas allée parce que non, après ça, on m'a transféré à Québec. À Québec, c'était pas si pire. Mais après ça, on m'a envoyé à Hodgsbury, en Ontario. À Hodgsbury, on était deux qu'on se connaissait, alors on s'abriait. Après ça, on me rappelle à Montréal pour me dire, tu t'en vas au Mexique, ouvrir une manufacture au Mexique. Oh my God! I know, le rhum était bon, la tequila était bonne. J'ai fait 6 mois, là. 6 mois à consommer, puis j'avais droit à une visite par mois. Ils me payaient mon billet d'avion, toutes mes dépenses pour venir dans ma famille. Mais ce qui arrivait aussi dans tout ça, je me disais, oh, ça va durer juste un temps. Je vais arrêter quand je vais retourner là-bas. Non, ça n'a pas arrêté. Fait que là, la dernière visite, j'ai dit à ma partenaire, moi, je m'en vais à Montréal, je donne ma démission. Elle dit, t'es pas sérieux? J'ai dit oui. Je donne ma démission, là, j'ai dit, j'en peux plus. Je suis retournée à Mégantic, puis ils m'ont un peu puni. Comme ma mère, elle disait souvent, si t'es pas correct, Jésus va pleurer, puis il va te punir. Et que je l'ai fait pleurer souvent, mais il m'a puni souvent. Ce que je pensais, c'était pas vrai. Dieu ne punit pas, il nous aime. Et puis, c'est ça. Puis, j'ai recommencé au bas de l'échelle, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout là-bas, puis je consommais, puis je m'étais fait ben des amis là-bas, puis non, ça allait pas. Puis je revoyais mon ancien chum que j'avais jamais oublié. Et puis, là, j'ai dit non, ça va faire. J'ai tout laissé tomber. Je me suis envenue sur la Rive-Sud en pensant que ça irait mieux, mais mon problème d'alcool augmentait, puis il me suivait. Il me suivait tout le temps, lui. Et là,
là, j'ai demeuré à Longueuil, et puis je travaillais à Montréal, et puis de là, un soir, elle arrivait de travailler, mon appartement avait été défoncé. Mais entre-temps de tout ça, j'en reviens un petit peu en arrière, j'avais à l'esprit tellement de défis, moi. J'ai commencé à correspondre avec... par l'entremise d'une de mes amies, j'avais commencé à correspondre avec un type qui était en détention. Youpi! J'ai été manipulée, mais c'est correct, j'ai appris dans ça. Et puis, lui, tout ce qu'il voulait, c'était avoir quelqu'un pour sortir du pénitencier où ce qui était, à Courant-du-Ville, et puis, c'est ça qui est arrivé. Puis, après ça, il aimait les femmes, c'était son dada, on va dire ça comme ça. Et puis moi, je me suis ramassée tout seul. Et puis là, ça a commencé de plus en plus. L'idée de suicide m'est arrivée. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais depuis mon enfance. Et puis là, il me dit, t'as un problème? C'est quoi le problème que j'ai? Et il dit, tu bois trop. Fait que là, il m'a emmené faire un meeting. Dans ce temps-là, j'étais revenue à Saint-Jean, sur Richelieu. Il m'a emmené faire un meeting, et puis de ce meeting-là, j'ai rien compris. Et puis après ça, il m'a dit, demain midi, il m'a allé te chercher, on va faire un autre meeting. On a commencé à faire des meetings, mais j'avais de la misère à accrocher, parce que je me disais, je suis pas un alcoolique, les alcooliques, c'est des robineux, puis je suis pas rendu là. J'étais là, mais je jugeais. Et puis c'est ça, j'ai commencé tranquillement comme ça. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer. On m'a dit, implique-toi. Puis il y avait un membre, lui. Il rentrait dans un meeting, il disait, les plus malades en avant. Ah ouais, toi, à titre, t'es malade, va-t'en en avant. J'écoutais. Les premiers 3 mois, je les ai faits en pleurant. J'étais une personne très snob. Snob, là, ça n'a pas de sens. Jamais vous m'auriez approché. On m'a donné une belle tâche. Laver et vider des cendriers. Bel job. J'ai les fait. Après ça, on m'a dit, ben là, tu vas passer à la mop, hein. Puis la vadrouille, faut que tu laves le plancher. Je l'ai fait. Disons que mon orgueil est encore trop élevé. Fait que, il y a un membre, il me dit, je vais t'emmener faire un meeting, tu vas voir, ton orgueil va baisser. On m'a emmené à la vieille maison du père, avec les itinéraires. J'arrive là, manteau de fourrure sur le dos, les bottes blanches des pieds. Sœur Thérèse, qui s'occupait des itinéraires, elle me dit, t'as senti à ta place? Elle dit, tu l'es pas. T'es pas habillé pour venir ici. J'ai dit, comment tu veux que je m'habille? Elle dit, habille-toi plus sobrement. Et je connais le mot sobriété. J'étais allée m'acheter une Canadienne blanche la semaine d'après, j'étais allée là. Elle m'a dit, t'as rien compris. Mais dans ton linge de travail pour venir ici, elle dit, tu vas être bien mieux. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai arrivé à faire. Quand j'ai eu le courage, l'honnêteté de faire ça, je me suis sentie beaucoup mieux. Parce que je me disais, je suis comme eux autres. Puis, les itinéraires, c'est du monde, en tout cas, qui m'ont aidé parce que ça, c'était, il y en avait un qui s'appelait Méo, puis il était assis à côté de moi, puis il m'apportait un verre de café, puis j'osais pas le prendre parce que le verre était sale. Je l'ai bu, mon café. Pour moi, ça a été, on relâche l'orgueil, on devient humaine, on lâche le mot snob, puis on devient humaine. C'est ce qui est arrivé. Merci, j'aime ça. Entendre ça, merci, j'aime ça entendre ça, là, on redevient humaine. Ouais. C'est d'être connecté comme ça et d'être capable de s'offrir cette humilité-là. Merci beaucoup. On va aller à une courte pause et on vous revient pour la suite du partage à Suzanne.
Vous m'auriez pas approché par doute, tellement j'étais snob. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafois-émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour 2020, 2021 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également les bienvenus. Donc, on continue cette belle émission avec Suzanne qui nous parlait maintenant des meetings quand elle a commencé avec les itinérants et l'humilité qu'elle a fait preuve. Donc, j'ai hâte d'entendre la suite. À vous la parole. Merci. Comme je disais, regarde, les itinérants, pour moi, ils ont été bien dans ma vie. Ils m'ont enseigné l'humilité. Ils m'ont enseigné bien les choses, le partage, même si ça fait pas mon affaire. Et puis, c'est ça. Moi, je me suis impliquée. Et puis, moi, je suis malade. J'ai une maladie qui s'appelle l'alcoolisme. Et je sais que, en quelque part, j'ai quelque chose pour m'aider à cheminer dans ma maladie. Moi, j'appelle ça ma pharmacie. Dans ma pharmacie, il y a les meetings, il y a la littérature, il y a l'implication et, je me dis, l'entraide. L'entraide aussi en dehors, avec des membres en dehors du mouvement. Si quelqu'un il a besoin de quelque chose et moi je l'ai, je vais lui donner, ou si je peux lui faire un service, je vais le faire. Pour moi, ça fait partie de ma pharmacie qui fait que ça m'aide, c'est des pansements, je sais que jamais que je serai guérie de mon alcoolisme. Ça, je le sais. Mais ça m'aide aussi à vivre au jour le jour. Parce que c'est important pour moi. Puis comme j'étais une personne qui jugeait tellement les autres, ça m'aide à comprendre, à dire l'autre à côté, il a besoin. Je dois lui remettre ce que j'ai reçu. Ça, c'est important pour moi. C'est sûr qu'il y a des fois que je peux avoir des comportements encore dérangeants. Parce que j'ai dérangé beaucoup dans mon alcoolisme actif. J'ai dérangé des personnes dans ma famille. Et ça a eu des conséquences. Ça a eu des conséquences, mais moi, je me dis, un problème avoué, c'est un problème pardonné. Un problème que tu fuis, c'est un problème qui te suit. Alors, j'essaie à tous les jours de régler mes choses qui vont pas. Et puis, Dieu fait partie de ma vie. Je vais vous en conter quelques-unes. Moi, il y a quelques années, j'ai eu un cancer. Et puis, on me disait tout le temps, comment tu vas t'en sortir? Pleurer, crier, ça me donnait rien. J'ai dit à Dieu, si tu m'envoies ça, c'est parce que j'ai quelque chose à comprendre. Alors, je te confie mon traîneau. Moi, j'ai mis ça comme ça, un traîneau. Et puis, quand je le laissais guider, le traîneau allait très bien. Mais quand j'avais tendance à vouloir le mettre de côté,
le traîneau virait de travers. Aussitôt que j'y redonnais le problème, le traîneau revenait à l'endroit. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis ça, là, c'est pas ma grâce à moi, ça. C'est grâce à Alcoolique Anonyme qui m'a donné un mode de vie. Moi, là, avant, là, j'aurais dit, vous allez me donner un mode de vie, vous allez me dire, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. J'aurais dit, ben non, pas moi. Mais aujourd'hui, j'accepte d'accepter l'idée et les commentaires des autres. Des fois, c'est pas facile. Mais Dieu, si je lui donne ça, il s'arrange avec ça. Puis, je vais vous conter une affaire. Je vais vous conter une affaire que c'est impensable. Puis après ça, je reviendrai en arrière pour d'autres choses. Dans le temps de la pandémie, comme de raison, la SAC c'était fermé. Mon permis de conduire vient échu. Ben, j'ai pas aucun papier pour m'aviser. Bon. Alors, moi, je voyage, j'ai un fils, il reste à Sherbrooke, je vais à Sherbrooke, je vais à Mégantic, je vais dans la Beauce. Mon permis de conduire n'est pas valide. J'ai fait ça 1 an et demi, presque 2 ans comme ça. Si Dieu il existe pas, là, ben, je sais pas. Et puis, me suis fait arrêter. C'est bête, je sortais d'un meeting à Saint-Constant. Et puis l'agent qui m'a arrêté, tout souriant, ben moi j'étais avec un autre membre, puis on s'en allait en riant. Puis j'ai dit, me tasser, les polices ont besoin de passer. Et non, c'est moi qui en connais. Et là, il m'a demandé mes papiers. J'ai donné mes papiers. L'agent, il revient, il dit, madame, votre permis de conduire est pas valide. Et voyons donc. Et non, il est pas valide. Fait que, là, il était gentil. Il aurait pu faire remorquer mon auto et l'envoyer à Fourrière. Il l'a pas fait. Pourquoi qu'il l'a pas fait? C'est parce que Dieu était là. Dieu m'a protégé. Si je m'étais fait arrêter sur la 10, là, mon auto aurait été à Fourrière. Fait que c'est pour dire que Dieu, si j'y laisse le libre champ, il va me donner ce que j'ai besoin. Quand je m'en vais magasiner, j'ai besoin d'un bon stationnement, je pars, puis j'ai dit, ben, donne-moi donc un bon stationnement. Je l'ai. C'est stupide, mais c'est comme ça, mon contact avec Dieu, il est très profond. Et puis, c'est ça. Puis moi, je vais vous dire que j'ai travaillé. Puis j'ai eu la chance de travailler avec des enfants autistes. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pas eu de la vie. Parce que, moi, là, mon père, il était 18 chez eux, puis ma mère, il était 16. Et moi, je me retrouve avec juste un enfant. Je trouve ça dur. Les enfants, ça me manque. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec des autistes. Je remercie Dieu de m'avoir donné ça. Je le remercie. Je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai eu cet emploi-là comme ça. Mais moi, je me dis, dans tout ça, c'est vrai que il est présent dans ma vie. Il est présent. Et si je ne laisse pas les guides, ben, c'est moi qui paye la facture, pas lui. Puis le Dieu vengeur, comme on nous a enseigné à l'école et à l'église, je suis pas pratiquante, mais je suis croyante, il nous a montré que c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Et je viens de finir un livre, justement. J'ai eu la chance d'aller à Hawaï. Je suis revenue avec le livre Ho'oponopono, les 4 lois spirituelles. Et ça rejoint Alcoolique Anonyme. Mais d'une façon très différente. Mais ça rejoint. Puis moi, je me dis, j'ai besoin de nourrir mon âme, mon corps aussi. Mais je commence par mon âme. Je commence, si je me dis, ben là, je suis là pour accueillir quelqu'un. Ce que je donne, je le reçois. Une autre petite parenthèse que je vais vous ouvrir à mots couverts. Avant ça, je disais qu'il mange la chenoute. C'était pas de la chenoute que je disais.
Et aujourd'hui, la chenoute me revenait. Mais là, aujourd'hui, je dis, qui mange donc de l'amour quand ça fait pas mon affaire? Et l'amour me revient. Pourquoi? L'anonymat de Dieu. L'anonymat de Dieu. Et puis à mon travail, je demandais toujours, je me disais, j'ai hâte à ma retraite. J'ai hâte à ma retraite. Fais attention, Suzanne, de qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Parce que après le décès de ma mère, j'ai décidé que peut-être que je m'en allais vers ma retraite, mais j'étais pas convaincue. Dieu, là, je rentrais travailler, j'étais pas bien, ça n'a pas. Dieu a fait que, pour moi, ce que j'osais pas faire, donner ma démission. Ça s'est produit, c'est que mon patron me dit, garde, on coupe dans le personnel. On coupe dans le personnel. Parfait. Mais il avait oublié qu'il fallait qu'il me donne un 15 jours d'avis et il me l'avait pas donné, alors il m'a rappelé, mais moi, en rentrant, j'étais plus capable. Fait que je me sentais tellement mal, là. J'ai dit non, c'est plus ma place. J'ai d'autres choses à vivre, et oui, j'ai d'autres choses à vivre. Et je suis en train de le vivre. Puis si la vie est belle, en autant que j'arrive à sourire au monde, si je prends ma fucking face, là, comme je dis souvent, puis je m'en vais, puis c'est straight, je regarde pas personne, mais aujourd'hui, je m'en vais dans un magasin, bonjour, un sourire. Le sourire, pour moi, ça a un effet domino. Si je suis capable de donner un sourire à quelqu'un, c'est sûr qu'ils vont me sourire, ils me feront pas une grimace. Non, mais c'est comme ça pour moi. Je veux que, à chaque jour, Dieu m'accompagne et que je vive dans mon moment présent et que je vive une très belle journée parce que de ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de bien vivre. Puis, un jour à la fois. Merci Suzanne. On le sent que Dieu vous accompagne à tous les jours. On va aller à une courte pause et on vient pour le dernier segment de cette belle émission. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas. Il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Il y a des réunions tous les jours, 7 jours sur 7. Allons retrouver notre invitée, Suzanne. Dans le dernier segment, nous parliez que vous étiez à votre retraite, que vous aviez travaillé avec des enfants, tu sais. Oui. Et vos belles expériences que vous avez vécues dans le mouvement des Alcooliques Anonymes. À vous la parole. Merci. Moi, je vais vous dire une chose. Oui, j'ai eu des belles expériences. Ce que je trouve qui va faire le plus de peine aujourd'hui, c'est de voir que les groupes, quand ils ferment, un groupe qui ferme, moi, je me dis, ça me fait quelque chose, ça me touche, parce que je me dis, peut-être que un jour, j'aurais besoin de ce groupe-là. Peu importe le temps que j'ai dans le mouvement, ça veut pas dire que je suis à l'abri de quoi que ce soit. Puis je me dis, c'est de valeur parce que l'implication manque beaucoup dans le mouvement. Ouais. Si on se donnait la main à dire, mon groupe à moi va bien, alors je vais aider quelqu'un dans un autre groupe qui va moins bien. C'est ça qui est important pour moi. Puis ça, là, j'ai de la misère à ça. Mais il faut que j'arrive à lâcher prise aussi sur ça. Puis je me dis, regarde, mon Dieu, fais quelque chose
que le monde arrive à s'impliquer, c'est important. C'est important parce que moi, je me dis, j'ai besoin du contact humain. C'est dans le mouvement que je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Et comme là, je sais que c'est pas facile avec la pandémie de repartir tous les groupes. C'est important. C'est notre salut. C'est notre sobriété. C'est notre abstinence. C'est toute moi, là, pour moi, c'est toute ma vie. Toute ma vie. Puis je me dis, j'espère qu'un jour, les groupes reviendront de comme ils étaient avant. Je sais, moi, j'étais impliquée dans un groupe, puis avant, c'était un groupe de 30 personnes. Mais aujourd'hui, si on arrive à en avoir 20, c'est beau, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial, un gâteau, quelque chose. Et ça, là, j'aimerais que ça continue comme avant. Moi, c'est ça, ben. Et puis l'implication, ben, je me dis, on s'implique chacun selon sa capacité. Mais ça coûte pas cher de dire, je vais aller faire l'accueil dans un groupe. L'accueil, pour moi, c'est important. C'est important pour le nouveau, la nouvelle qui arrive, d'avoir un accueil puis dire, sens-toi bien. Sens-toi bien. Il y a du café. Sens-toi bien. Puis de m'asseoir avec. C'est sûr que moi, le meeting, je me suis fait des amis, oui, ils viennent à mon groupe, mais ça veut pas dire que je dois négliger le nouveau, la nouvelle qui arrive. Non, je dois être là. Je dois me faire un devoir d'être là, parce que c'est important de redonner ce que moi j'ai reçu. C'est important, parce que si on m'avait accueilli en disant, oh, regarde, pas grave, elle fera ce qu'elle voudra, elle reviendra pas, je serais peut-être pas retournée. Puis, l'histoire du parrainage est très important. Parce que moi, je me dis, j'ai eu la chance d'avoir une moraine qui me disait, hey, t'es pas correct, ça, faut que tu changes ça. Si elle m'avait dit, bon, ben, c'est pas grave, t'es pas correct, puis c'est pas grave, j'aurais pas avancé. C'est important d'avoir un parrain, une moraine, et d'être accompagné. Pour moi, là, ça a été une manière d'avoir du recours et du secours, si j'avais besoin. Comme je vais vous conter une anecdote qui m'est arrivée cette nuit, j'en ris, j'étais fatiguée un peu. Une nouvelle qui est arrivée, elle a 3 mois, et puis à 4 heures le matin, le téléphone sonne, puis disons que elle avait besoin d'aide. Appelle avant plutôt qu'après, mais elle, c'était comme ça. Elle a appelé après. Elle me dit, je te réveille? J'ai dit oui. Tu dors bien-tu? Oui. Fait que là, j'ai dit, garde, là. J'ai dit, là, ton auto est où? Je sais pas. Là, t'es où? Je sais pas. Après que je l'ai écouté, après ça, là, j'ai dit, garde, là, va te coucher. Mais moi, ce qui est revenu dans ma tête, ce matin, mon auto était dans le stationnement. Chez moi, j'avais pas à la chercher comme j'ai déjà fait. J'étais dans mon lit à chaleur. Et en plus, j'ai vu un très beau coucher de soleil. Le plus beau. Puis moi, je remercie Dieu de me permettre de voir ça. À tous les jours, je lui demande que ta volonté soit faite. Puis le soir, je le remercie pour ce qu'il m'a donné. Puis ce coucher de soleil-là m'a fait prendre une décision. Moi, je suis une paresseuse le matin. Bon, je me lève 8h30 9h. Ce matin, à 6h, j'étais debout. Ça m'a permis de voir ça. Cette beauté. Mais là, j'ai dit non. Hey, ma paresseuse, là, lève-toi à 6h30, tu vas pouvoir voir ça. Je nourris mes oiseaux. Ça, c'est une peur que j'avais avec vous autres. Vous m'avez montré à contrôler des peurs. Et puis, là, je me dis, regarde, mais bon Dieu, laisse pas mourir ces oiseaux. Alors, à moi de donner un petit coup de pouce à un être humain qui souffre. Juste un petit coup de pouce, une oreille, comme j'ai eu, et comme lui en haut, il y a avec moi. Puis, ça faisait 1 an
que je lui demandais quelque chose. Mais j'avais toujours la saudite manie de retenir un peu. Et quand j'ai eu coupé ça, là, cette petite tige-là, tout s'est placé. Si ça marche pour moi, ça marche pour les autres. Mais ça, faut que je les accompagne dans ça, le faire comprendre. Je donne pas de commandement, je donne des suggestions. C'est ça qui est le plus pratique pour quelqu'un. Puis quand on me demande, toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je me dis, toi, t'as ta réponse. Va la chercher, demande à Dieu. Mets-toi à genoux, fais comme moi. Mets-toi à genoux, puis demande à Dieu de te donner ta réponse. Moi, je peux pas penser pour toi. Je peux te dire ce que moi, j'ai fait dans une situation similaire, mais tu peux pas faire la même chose parce que chaque personne est unique. Et tu es un miracle de Dieu, tu es un miracle d'en haut, tu as tes réponses. Prends-toi un livre et lis. Parce que moi, les réflexions de Bill, quand je filais pas, je lisais, au hasard, j'ouvre une page. Et c'est ce que je lui ai suggéré ce matin. Prends un livre que je t'ai donné, ouvre une page, au hasard, tu vas avoir ta réponse. Mais maintenant, à toi de mettre en pratique et demande à Dieu de t'accompagner dans ça. Demande à Dieu de t'accompagner dans ça et il va le faire. Ça, c'est garanti, ça. C'est impensable. C'est comme ça. Puis moi, je dis la reconnaissance. Je vis dans ça. Aujourd'hui, je suis ici. Je vous remercie chacun d'entre vous autres d'être ici. Pour moi, et puis je me dis, avec toutes les ressources qu'on a, si on se donne toute la paix, on va arriver à quelque chose de bien. Parce que le bien entraîne le bien. C'est sûr que si je fais juste mal dans ma vie, je vais récolter quoi? Du mal. Je fais de l'amour me revient. Puis c'est ça que je me dis, chaque jour, le passé m'appartient pas. J'ai fait qu'est-ce que j'ai à faire pour me nettoyer de mon passé. De nettoyer ça, puis de pas me garder, d'essayer de pas me garder surtout des réserves. Des fois, ça m'arrive, je reste un être humain. Mais un être humain, oui, et un être humain imparfait. Pas parfait comme je croyais être. Ça, c'est avec vous autres que j'ai appris ça. C'est Alcoolique Anonyme qui m'a montré ça, à être moi-même, à être bien dans ma peau, dans chaque jour que je fais. Et pour ça, chaque matin, je demande à Dieu de m'aider à vivre mon moment présent et surtout à être bien et d'accepter et de faire sa volonté. Si je prends la prière de la sérénité et mon Notre Père et que je décortique ça, les deux, ça se rejoint. Ça se rejoint pour moi. Parce que la prière de la sérénité dit bien changer les choses que je ne puis changer. Dans le Notre Père, c'est pardonne comme tu veux que je te pardonne. Pour moi, ça se rejoint. Et puis, c'est ce que je me dis. C'est ce qui fait que j'arrive des fois à avoir les 3/4 du temps, à avoir des belles journées et à me dire, la vie est belle, elle mérite d'être vécue. Et pour tout ça, moi, je vous dis que la vie sans alcool, je veux plus jamais la revivre. Je veux être avec vous autres pour être bien chaque jour. Merci. Merci Suzanne, ça termine bien. Ça termine bien ce beau partage qu'on a entendu aujourd'hui. Merci pour cette expérience du mouvement, puis de voir que après toutes ces années, aimer encore autant que les Canonymes. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité encore une fois, Suzanne, merci beaucoup. Nos auditeurs fidèles au poste pour nous écouter. L'équipe de l'émission, dont Patrick à la console, les collaborateurs ainsi que les radiodiffuseurs. Ici votre animateur Luc, qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.